Bonjour Monsieur Roux. Anthony, bonjour. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter en 2 mots. Sébastien Roux, CRIVAP. Nous sommes un centre de recherche dédié à la vape et à la santé. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui vous voir pour vous poser quelques questions. C'est des questions que les clients, les consommateurs de cigarettes électroniques se posent. Et aujourd'hui, je viens justement poser ces questions-là à la personne la plus appropriée qui est vous-même. Avec plaisir, Anthony. La première, en fait, c'est tout simplement comment est fait un e-liquide et de quoi est-il composé? Alors, c'est extrêmement simple. Un e-liquide est composé de quatre substances. Le propylène glycol, de qualité pharmaceutique, la glycérine végétale, de qualité pharmaceutique également, la nicotine, qui est la molécule la plus importante, de qualité pharmaceutique, et puis les arômes. La nicotine, c'est exactement la même que l'on peut retrouver dans une cigarette tabagique. Alors, la nicotine vient du tabac, de la plante de tabac, et de qualité pharmaceutique et parfaitement contrôlée dans sa composition. Y a-t-il des e-liquides dont il faut aujourd'hui se méfier sur le marché? Tout à fait, Anthony. Les e-liquides qui n'utilisent pas ces composés avec ce degré de qualité doivent être évités. Est-ce que la nicotine elle-même est-elle dangereuse pour la santé? Alors, la nicotine n'est pas dangereuse. Par contre, c'est une molécule qui est addictive, comme bien d'autres, par exemple la caféine, la taurine, etc. On entend souvent de la bouche des professionnels de la vape et des personnes bien informées que ce sont les mauvais mélanges d'arômes qui sont le réel souci dans le e-liquide aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Le e-liquide, c'est un ensemble qui doit être utilisé à bon escient. Le matériel, s'il est mal réglé, peut également porter préjudice à la vaporisation. Donc tout doit être parfaitement contrôlé, maîtrisé et normalisé. Concernant les arômes? Concernant les arômes, les bons manufacturiers travaillent ces substances-là, c'est-à-dire des arômes alimentaires capables d'être vaporisés et donc de ne pas se dégrader. Il y a un autre problème aujourd'hui, c'est le DIY, le do-it-yourself, Yeah. le jus maison. Ça consiste aujourd'hui à faire son propre liquide en mélangeant donc d'une part un arôme ou plusieurs, Oui. ou un arôme composé, d'autre part la nicotine et d'autre part une autre base neutre en nicotine. Tout à fait. Vous en pensez quoi? Alors, je vais être assez direct avec vous, Anthony. C'est une mauvaise pratique. Ça reste de la chimie. On parle de nicotine. On sait qu'en Europe, on n'a pas le droit de dépasser 20 mg. C'est de la chimie. Ça doit être réalisé par des spécialistes de la chimie, des techniciens, pour formuler. Vous avez dit qu'on ne doit pas dépasser 20 mg. Mais 20 mg de quoi? De nicotine en Europe, dans les jus, dans les liquides. Donc ça, c'est un paramètre très important. Donc ça ne doit pas être réalisé par n'importe qui. Les personnes capables de faire ces mélanges sont des personnes habilitées, équipées, formées. J'ai vu dans certaines fioles d'arômes concentrés, Oui. des mélanges conseillés à 7%, à 10%, parfois même 15%. Quel est l'idéal et est-ce que c'est bien sain de vaper un liquide qui est chargé à 15% d'arômes concentrés? 15% de quoi, pour reprendre votre exemple? Si déjà l'arôme a déjà été redilué ou est hyper concentré, ça ne veut rien dire ce pourcentage-là. Donc je répète, c'est des pratiques qui doivent être réalisées par des professionnels, tout simplement. Quels sont les dangers aujourd'hui au niveau sanitaire? Alors les dangers au niveau sanitaire, nous parlions tout à l'heure du PG, s'il n'est pas de qualité, on peut retrouver des nitrosamines dedans, qui est un produit propre au tabac classique. Nitrosamine, pour information, c'est ce qui va vous créer un cancer du côlon, par exemple. Okay. Voilà un exemple. Il y a des pratiques dans la cigarette électronique, comme partout, il y a souvent des consommations à excès. Oui. Et puis on rapproche souvent ça à l'utilisation de drippers, de matériel où on fait soi-même ses résistances, qui développent de gros volumes vapeur et qui nécessitent souvent un wattage très 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 élevé. Donc on imagine également une température qui monte dans l'atomiseur. Quelles sont les conséquences au niveau de la transformation et à l'inhalation de ce genre d'utilisation, quoi? Alors il y a plusieurs questions et plusieurs réponses dans votre propos. La première, c'est que quelqu'un qui vapote plus d'un flacon par jour, c'est anormal. Il est mal conseillé, le taux de nicotine n'est pas bon, tout simplement.
Ensuite, vous parlez en effet du matériel et de la résistance. En effet, vaporiser avec une densité énergétique, donc une puissance trop élevée, risque de dégrader la glycérine végétale. La glycérine végétale, elle se vaporise à haute température et c'est elle qui risque de se dégrader. J'ai envie de dire, un conseil qu'il faut retenir, plus on a une petite puissance, moins on a de chances de dégrader les substances qui correspondent à un e-liquide. C'est pour ça que les manufacturiers de matériel et de e-liquide recommandent des plages de puissance. Beaucoup de personnes se questionnent sur les dangers de la e-cig et sa potentielle nocivité. Est-ce qu'on a aujourd'hui le moyen d'apporter des réponses à nos consommateurs? Alors les consommateurs sont aujourd'hui victimes d'énormément de fake news qui viennent essentiellement d'Amérique du Nord. En Europe, il y a un certain nombre d'études, beaucoup d'études, qui montrent que la cigarette électronique n'est pas si diabolique que ce qu'on peut croire sur le poumon, sur le cœur, sur le vapotage passif, sur la femme enceinte, sur l'effet passerelle, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a une cohorte d'études qui montrent que la vape est vraiment un moyen de sevrage tabagique. En parlant de fumée passive, est-ce qu'il y en a une? Dans des applications maîtrisées, vous vapotez à côté de moi votre 16 mg parce qu'avant vous fumiez 20 clopes, il n'y aura pas de vapotage passif. Je ne serai pas victime de la nicotine dont vous avez besoin. Souvent, j'ai des clients qui viennent accompagner, qui sont convaincus de vouloir passer à la cigarette électronique. Et ces personnes-là ont dans leur entourage des détracteurs, des personnes qui cherchent à dissuader les personnes qui veulent se mettre à l'utilisation de ce produit. Et la question qui se pose en permanence, c'est mais on ne sait pas ce qu'il y a dans une cigarette électronique. Tu ne sais pas du tout ce que tu inhales, tu ne sais pas ce que tu es en train de te mettre dans les poumons. Si ça se trouve, dans quelques années, tu auras des problèmes. On n'a pas assez de recul. Qu'est-ce que moi, je pourrais leur dire? Qu'est-ce que les professionnels de la vape, aujourd'hui, pourraient leur dire à ces personnes-là pour qu'elles puissent répondre elles-mêmes autour d'elles? Alors tout simplement, aujourd'hui, on sait ce qui sort d'une cigarette électronique. Alors une cigarette électronique, c'est un matériel, c'est un liquide. Donc les matériels aujourd'hui sont parfaitement définis. Les liquides aujourd'hui sont parfaitement connus en termes de composition. Et puis derrière, la partie aérosol commence à être normée au niveau français. Ces données sur les émissions, on parle bien de ça, de l'aérosol que vous allez avoir en poumon, doivent être notifiées sur une plateforme européenne. Et aujourd'hui, nous, en tant que centre de recherche, nous savons ce qui sort d'une cigarette électronique. Et dans les bonnes pratiques, ce qui sort d'une cigarette électronique, c'est égal à ce qu'il y a dans le e-liquide, tout simplement. Est-ce que vous avez, quels moyens vous avez pour vérifier ça? Alors, je vous montrerai une machine, une petite machine qui permet justement de créer cet aérosol en ayant au préalable une connaissance parfaite du matériel et du liquide, donc qui permet derrière de générer cet aérosol-là. Donc on connaît cet aérosol qui va derrière aller dans les poumons et être assimilé par votre sang et vous apporter votre nicotine. C'est quand même ça le but. La vape est-elle aujourd'hui un vrai moyen de sevrage? C'est le premier moyen de sevrage. Et ce n'est pas nous qui le disons, nous ne faisons que le confirmer. Santé publique France le dit haut et fort, pour prendre eux comme exemple. C'est le moyen de sevrage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il permet d'apporter de la nicotine rapidement dans votre corps. Et vous en avez besoin parce que vous êtes ancien fumeur, vous en avez besoin de cette nicotine-là. Et de manière saine, parce que vous savez très bien que, comme je le disais en préalable, un e-liquide, c'est quelque chose de simple. C'est 4 composés, simplement. Est-ce que la vape peut rendre addict comme la cigarette tabagique, vu qu'il y a de la nicotine dedans? Alors, pourquoi il y a la nicotine? Tout simplement, vous ne pouvez pas quitter le tabac, enfin en tout cas, 95% des gens ne peuvent pas quitter le tabac comme ça. Ça serait trop facile. C'est simplement, vous avez besoin de cette molécule pour pouvoir, entre guillemets, quitter le monoxyde de carbone, le goudron, pour derrière n'avoir que de la nicotine, et petit à petit, avoir un sevrage nicotinique. Donc au bout de 3 ans, vous allez poser votre vape, vous n'avez plus besoin de nicotine, et c'est fini. Donc on ne remplace pas une addiction par une autre. Ce n'est pas le but. La vape est un outil. C'était ma question suivante. Pardonnez-moi, Anthony. Ça fait maintenant bien 10 ans oui. que la cigarette électronique est devenue un marché
sérieux. A-t-on maintenant un recul sur les effets de la cigarette électronique sur le corps humain ? On a des débuts de réponse, on a des compréhensions de l'aérosol, on sait que la nicotine s'assimile rapidement dans le corps, on sait qu'elle est métabolisée. Il y a des études cliniques en phase 1, phase 2, phase 3 pour répondre aux autres questions, c'est-à-dire toute l'aspect chronique. Mais à titre d'information, le premier enjeu, ça a été de dédiaboliser la nicotine et de remettre à jour les données sur la nicotine qui n'est pas plus dangereuse que d'autres substances, elle est simplement diabolisée. Donc on n'a pas toutes les réponses. Par contre, nous avons le devoir, nous en tant que centre de recherche, de mettre des études en place, des études cliniques sérieuses, en partenariat au niveau français, au niveau européen, pour apporter des réponses, pour apporter des recommandations, pour normaliser, pour créer une filière parfaitement maîtrisée et de qualité. Aujourd'hui, dans un liquide, nous avons, donc, comme vous l'avez dit, arôme, une base, oui. de la nicotine. Oui. Cette nicotine, actuellement, est remise en question sur le marché, tout simplement parce qu'il y a eu l'arrivée d'une nouvelle substance qu'on appelle le sel de nicotine, qui serait plus rapide à ingérer pour un vapoteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Or, on pourrait débattre longuement sur le sujet. Elle est plus. Aujourd'hui, il y a assez peu de données sur le sujet. Je rappelle simplement le code de l'agroalimentaire qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un additif pour faciliter l'absorption de la nicotine. Donc, en France, en tout cas, la molécule, cette pratique n'est pas autorisée si on s'en réfère à ce texte-là. Ensuite, il y a des études cliniques qui sont en cours, qui vont nous montrer si ça a un vrai intérêt ou pas. On semble aller vers une certaine addiction, par contre. Là, on pourrait remplacer une addiction par une autre. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas de publication officielle sur le sujet. Et je vous invite à nous revoir d'ici la fin de l'année où nous pourrons en effet traiter sur ce sujet de fond. Ce sera avec plaisir. Sur le marché, aujourd'hui, on trouve des liquides à 6 €. On trouve des liquides également à la moitié de ce prix. Pourquoi et comment ces personnes arrivent-elles et comment elles arrivent à vendre ce genre de produits? C'est quoi leurs arguments? Qu'est-ce que vous en pensez d'un liquide à 2,90 €? Vous pouvez très bien dire que votre liquide est parfaitement conforme à tout un tas de réglementations, sauf que vous avez des matières premières qui ne sont pas de qualité pharma. Si elles ne sont pas de qualité pharma, elles contiennent d'autres substances qui peuvent être problématiques, tout simplement. Vous en avez pour votre argent. Oui. Clairement. Y a-t-il une mauvaise utilisation de cigarettes électroniques et une bonne ou une moins bonne? Alors, il ne faut pas perdre de vue que la cigarette électronique, c'est un moyen de sevrage tabagique. Donc ça s'est quand même tourné vers les 13 à 15 millions de fumeurs français, et je vais rester qu'au niveau français. Donc c'est quand même eux la cible. Donc du matériel dédié à leurs besoins pour apporter de la nicotine. Ensuite, il y a des pratiques. Du cloud chasing, etc., etc. On a le droit de s'amuser. On a le droit aussi de ne pas franchir certaines limites parce que vous savez très bien que vous pouvez rouler à 130 sur l'autoroute, 137 avec les incertitudes. Si vous êtes à 180, 200, ça peut poser des problèmes. Donc le cloud chasing, le principal problème, c'est il peut y avoir de la nicotine. Vous faites des gros nuages, il peut y avoir de la nicotine, et là, il peut y avoir du vapotage passif, si vous êtes à côté. L'autre aspect, c'est que le marketing assez offensif, un peu tourné malheureusement sur des sucreries, attire les jeunes. Les jeunes se mettent à vapoter et viennent à la nicotine alors qu'ils ne fument pas. Donc ça, c'est la principale problématique. Comment proposer à un client en boutique le dosage parfait ? Alors, le dosage parfait, c'est tout le rôle de la boutique, c'est d'abord de choisir un goût. Vous étiez sur tel type de tabac avant, quel est le goût qui va vous plaire, qui ne va pas vous écœurer, ça c'est le premier point. Ensuite, si vous fumiez 20 cigarettes traditionnelles, il ne faut pas être en 3, il faut être un minimum en 16 mg, voire peut-être en 20 dans certains cas, pour certaines soirées où il y a de la convivialité, vous êtes avec des amis, vous avez besoin d'un taux important, vous avez besoin de la nicotine pour ne pas retomber dans le tabac traditionnel. Sinon, on risque le sous-dosage. Sinon, on risque un manque, et la nicotine, vous allez la chercher dans la clope traditionnelle, tout simplement. Donc, il ne faut pas avoir peur de la nicotine, il faut avoir un dosage adapté à votre quantité de cigarettes que vous fumiez auparavant.
Une autre substance qui arrive sur le marché, c'est le CBD, le cannabidiol. Du cannabidiol. On en trouve maintenant dans toutes les boutiques spécialisées. Vous en pensez quoi? Alors, je rappelle que la vape, c'est pour le sevrage tabagique. Les anciens fumeurs ont besoin de nicotine, tout simplement. Donc le CBD n'a rien à voir dans cette équation-là, tout simplement. Est-ce que le client, en voyant sur un flacon de e-liquide le label Made in France, peut se sentir rassuré? Et sinon, vers quel liquide s'orienter pour être sûr et certain de prendre un liquide de qualité? Alors, le Made in France, c'est un début de qualité, mais n'est pas suffisant. Moi, j'invite les vapoteurs qui sont soucieux de leur santé, en tout cas d'avoir les bons produits pour quitter le tabac, d'aller sur des produits certifiés par la normalisation AFNOR, et ceci est indiqué sur les flacons. Aujourd'hui, en France, il y a plusieurs manufacturiers qui proposent ces produits de qualité. Bah, j'espère que mes clients et tous les utilisateurs de cigarettes électroniques vont comprendre ce que l'on vient de se dire et seront plus éclairés quant à leur pratique et l'orientation à choisir dans leur choix de liquide dans les prochains temps. Merci beaucoup, Monsieur Roux. Anthony, c'était un plaisir.